Bonjour, bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. David Fro est notre invité cette semaine. Bonjour. Bonjour Maria, bonjour à tous. Élu à la municipalité d'Ajaccio, Oui. également chargé du CIAS, le Centre intercommunal d'action sociale, pour le volet social, et puis éducateur auprès du GFC Athlétisme. On en parlera toute cette semaine. On va parler justement de ce volet social avec la précarité galopante, avec les difficultés liées à l'augmentation du prix de l'énergie et pas que. Quel est votre sentiment là-dessus? Le constat, malheureusement, il est très fortement partagé. Alors, le constat est partagé. Le constat est celui-ci. Il y a une augmentation du nombre de demandeurs. En cela, c'est bien, puisqu'on ose parler, on ose venir auprès des services sociaux. Ensuite, les réponses qui sont apportées ne sont pas toujours les meilleures, parce que le système est-il adapté à la situation actuelle? Je ne pense pas. L'ensemble du secteur social est sous la coupe du chef de file, la collectivité. La collectivité répond-elle aux attentes de l'ensemble des citoyens de l'île? Je ne pense pas. Donc nous essayons de prendre en compte la totalité des demandes qui reviennent vers nous. Alors, on est limité par des crédits, hein, c'est toujours l'ACAPA, puisque c'est au titre de la vice-présidence de l'ACAPA que j'assume la vice-présidence du CIAS, avec Stéphane Brage comme président. Et donc, les finances de l'ACAPA ne peuvent pas toujours répondre à tout. En premier lieu, c'est effectivement la collectivité de Corse qui est chef de file et qui dispose des crédits en ce qui concerne le fonds de solidarité énergie, pour le logement, pour l'ensemble de ces secteurs-là qui sont les plus touchés par la précarité. La première des choses que l'on n'arrive plus à payer lorsqu'on a des revenus en baisse ou des ressources en baisse du fait de l'inflation et de l'augmentation des autres dépenses, c'est le loyer. Le loyer fait partie des éléments sur lesquels les Corses rognent un peu, de temps en temps essayent d'en louper un, de payer un peu plus tard, de repousser les échéances. Et c'est bon pour personne parce que à la fin ça s'accumule et ça crée des situations qui commencent à être inextricables. Alors, on va parler justement des différentes aides, mais vous évoquiez la collectivité. C'est elle aussi qui définit les politiques en matière de social et donc peut-être les axes. Alors, sur les axes, nous sommes avec le CIS, nous sommes toujours en demande d'un conventionnement pour assurer le partenariat et pour rassurer aussi les citoyens qui font appel à nous, en leur disant, voilà, nous avons cette ligne qui est complète, qui est globale, CDC d'un côté, CIAS de l'autre, nous intervenons main dans la main. C'est aussi un gage de sérieux et un gage de sécurité pour le citoyen. Il sait qu'il va avoir une prise en charge complète. Les travailleurs sociaux qui ont l'habitude de travailler en équipe, travaillent avec les collègues, hein, et heureusement qu'il y a cette pratique du travailleur social, parce que ça permet à ces travailleurs, aux assistantes sociales, aux éducateurs et aux conseillers et conseillères en économie sociale et familiale, d'aller le plus vite possible vers la personne qui va pouvoir monter le dossier, le secteur, puisque les travailleurs sociaux sont répartis par zone géographique, hein, dans notre région, et qui va réussir à apporter une solution la plus rapide possible à la personne qui rencontre une difficulté. Il y a peu de temps, une personne qui a eu un décès dans sa famille a dû s'occuper de son parent restant. Ça a été compliqué pour elle, hein, de dépatouiller l'ensemble du dossier qui n'avait plus été traité par les parents parce que la maladie, parce que les difficultés sociales, eh bien, elle a eu de l'aide auprès du CIAS, parce qu'elle a été prise en main, elle a été prise en charge. Ensuite, les autres dossiers, passeront à un moment ou à un autre, mais l'ensemble de son dossier a été pris grâce au travail en commun entre le travailleur social qui était au CIAS, sa collègue qui était à la CDC, et sans aucun lien institutionnel, elles ont réussi à faire ça. Ce que j'appelle de mes voeux, c'est vraiment un travail en commun, un travail par conventionnement, pour qu'on n'ait plus à compter sur le côté quelque part amical ou bon enfant entre deux personnels qui font leur métier de manière très professionnelle, mais qui le font aussi parce qu'elles se connaissent. Ça veut dire que demain, si deux assistantes sociales ne s'entendent pas, finalement, c'est le citoyen qui va en pâtir s'il n'y a pas ce type de document. Alors, il n'en pâtira pas parce qu'elles sont professionnelles, mais ça marchera peut-être moins vite, moins bien. L'aide sera apportée de manière plus nivelée. Il n'y aura pas vraiment quelque chose de sur mesure, alors que lorsqu'elles se connaissent bien, elles travaillent vraiment au maximum.
Merci beaucoup David Fro. Merci, à tout à l'heure, on se retrouve après le journal de la mi-journée aux alentours de 12h15. À tout à l'heure. Je vais écouter attentivement. Bonjour, bienvenue, nous retrouvons David Fro. Bonjour. Bonjour Maria, bonjour à tous. On parlait ce matin de cette situation difficile, de la problématique du logement. C'est une problématique que vous connaissez bien aussi, puisque vous avez une autre casquette aussi, en dehors donc de représenter le CIAS, d'être adjoint au maire également, vice-président de la CAPA. Vice-président de la CAPA, vous vous occupez aussi beaucoup de logements et de logements sociaux. Où est-ce qu'on en est de ce point de vue-là? Il y a beaucoup plus d'attentes que de logements proposés. Alors, il y a plus de demandes. L'offre de logement social reste la même. Les constructions maintenant de la part de cette clause du PLU qui impose 25% de logements sociaux sur tous les programmes qui dépassent 26 ou 40. Maintenant j'ai un trou. On recherchera ensemble, ou j'invite les auditeurs à rechercher l'information. Ça permettra de se documenter. Tout promoteur qui va construire un programme immobilier doit rajouter ou doit comprendre à l'intérieur de son programme 25% de logements sociaux dès qu'il dépasse un certain seuil, de manière très claire. Ce qui fait que du logement social se crée. Mais nous restons toujours en deçà des 25%. Puisque une commune comme Ajaccio doit disposer de 25% par rapport au nombre total de logements, doit disposer de 25% de logements sociaux. Ce n'est pas le cas à Ajaccio, et la ville paye une amende qui sert à construire d'autres logements sociaux ailleurs d'ailleurs. Mais c'est quand même inadmissible que nous soyons obligés de payer une amende alors qu'on essaye de créer du logement social constamment. La problématique, c'est que lorsque vous créez 100 logements, vous êtes obligé d'en construire 25 sociaux. Donc vous avez rajouté 75 dans le stock. Nous n'arriverons jamais aux 25% de cette manière-là. Parce qu'il faut rattraper Il faut rattraper le pourcentage qui est le pourcentage manquant. Lorsque la situation, en plus, la situation économique qui nous est imposée par cette inflation galopante, le prix des carburants, le prix de l'énergie, impose aux personnes d'aller rechercher où elles vont pouvoir faire des économies, eh bien le premier poste sur lequel on peut faire des économies, ça va être le logement, et on fait une demande de logement social. La plus grosse partie de la population de l'île est éligible au logement social, mais tout le monde n'y est pas, vous le savez aussi bien que moi. Et cette demande augmentant fait qu'il y a toujours autant de demandeurs, malgré le nombre d'attributions qui continuent à exister. La solution pour moi, ce serait que soit les bailleurs puissent créer des résidences entières dans certains endroits. Vous connaissez un autre problème chez nous, c'est le terrain disponible. Où allons-nous mettre des résidences ? Il faut bien loger toutes ces personnes et effectivement, il va falloir trouver des solutions. Ce sera à l'extérieur d'Ajaccio. Et que faisons-nous si nous faisons ça? Nous rajoutons encore un problème social puisque les personnes qui vont essayer d'aller chercher un loyer moins cher vont être obligées derrière d'y mettre du carburant pour rentrer travailler en ville. L'une des idées qui avait été avancée dans un avant-dernier conseil municipal, c'était justement peut-être de réhabiliter certains logements qui n'étaient plus habités en ville, de les transformer en logement social. Oui, l'OPH d'ailleurs a fait une opération récemment, hier soir, non pas hier soir, la semaine dernière, en conseil municipal, nous avons passé un cautionnement pour des travaux de réhabilitation et c'était tout un bâtiment qui va apporter une solution en petit appartement, puisque c'est là où il y a la plus grosse demande dans les années qui viennent. C'est la réhabilitation d'un bâtiment qui existe déjà dans Ajaccio. Nous avons plusieurs projets de ce type-là, mais encore faut-il avoir les moyens d'investir, puisque derrière, on revient sur ce que nous disions ce matin dans la première partie de l'émission, il y a effectivement un problème sur le versement des loyers et lorsqu'il y a plusieurs locataires qui ne versent pas les loyers, eh bien l'office ou le bailleur social a des crédits en moins pour en construire d'autres. Toutes ces dettes qui peuvent s'accumuler les unes aux autres, pour certains bailleurs, j'avais eu des chiffres il y a quelques années de ça correspondait à un mois complet d'exercice de loyer qui ne rentrait pas chez ce bailleur social. C'est un bailleur privé, donc je tairai le nom. Mais lorsque on n'a que 11/12 des ressources qui rentrent dans une année, comment peut-on se projeter, faire des programmes, construire de nouveau? Ça peut être un petit peu compliqué. Ces programmes, justement, on a l'impression qu'il n'en sort pas beaucoup de terre. Il sort beaucoup de programmes privés, avec, vous le disiez, cette obligation aujourd'hui, cette clause, mais des programmes de bailleurs sociaux purs, il n'en sort plus ou pas. Peut-être faute de crédit.
puisque il y a cette obligation de créer du logement social à 25%, les bailleurs se positionnent là-dessus, n'ont plus assez de crédit pour créer des résidences. C'est peut-être un peu aussi une certaine... C'est un sujet que j'ai déjà commencé à aborder et j'espère qu'un jour nous trouverons une articulation qui permette à chacun... Finalement, est-ce que ce n'est pas une solution de facilité pour le bailleur social que d'aller là-dessus, alors qu'il y aurait peut-être d'autres obligations à faire valoir ailleurs? Eh bien, derrière, il faut bien que quelqu'un les prenne, ces logements sociaux, en gestion. Ça ne peut être qu'un bailleur social. Vous et moi ne pouvons pas gérer des logements sociaux qui sortent dans une résidence privée. Un bailleur privé, on l'a déjà vu. Un bailleur privé qui affecte une partie des logements sociaux. Oui, mais c'est une structuration particulière chez lui. C'est une société particulière, puisqu'il doit répondre à un certain cadre et rentrer dans le cadre des bailleurs sociaux. Merci beaucoup, David Fro. Merci, Maria. Merci, à demain. Bonjour, bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. Bonjour David Fro. Bonjour Maria, bonjour à tous. Notre invité cette semaine, vice-présidente de la CAPA, vice-présidente du CIAS, le Centre intercommunal d'action sociale. On a beaucoup parlé de logement, de précarité aussi liée à ces logements. Une situation que le CIAS a eu à traiter, c'est la situation des habitants du Patio, à Ajaccio, qui ont dû quitter leur logement, qui se retrouvaient dans une situation très compliquée. Ils nous ont confié récemment que le CIAS allait intervenir. Comment ? Alors le CIAS est intervenu de manière très forte auprès d'eux. Tout d'abord, je voudrais leur témoigner de nouveau de vraiment tout notre soutien. Cette situation est une situation catastrophique. Lorsqu'on est obligé de quitter son logement, c'est quand même là que se fonde le citoyen. Il vit avec ses voisins, il vit dans son quartier, il vit dans sa ville. Le logement relie la personne et la famille à un lieu. Et quand on se trouve du jour au lendemain obligé de quitter, de laisser à l'intérieur la plus grosse partie de ses affaires, son véhicule, c'est une situation qui est dramatique et catastrophique. Donc la première des choses que nous pouvions faire, c'était aller à leur contact, aller leur porter secours, parce que c'est ça ce qui s'est passé. Et je tiens vraiment publiquement à remercier l'ensemble des salariés du CIAS, puisque ce sont mes collaboratrices et collaborateurs, mais j'insiste sur les femmes en premier, qui sont intervenus, qui sont venus à leur aide, mais aussi tous les collègues de la mairie. Je pense à la police municipale, je pense aux ingénieurs qui étaient de service ce week-end-là. C'était un week-end, il faut s'en souvenir, hein. C'est quand même une situation qui a été très compliquée. Et une aide leur a été apportée pour monter des dossiers auprès des assurances, organiser les services de la municipalité qui ont organisé des visites à tour de rôle pour pouvoir prendre les affaires essentielles, pour échanger avec eux. Vous savez, lorsque quelqu'un vit ça, il faut à tout prix échanger avec la personne, prendre le temps. La personne a besoin de comprendre ce qui se passe. Quand on vit des événements de cette manière-là, des fois, ils nous traversent complètement. Et on se rend compte après qu'on a vécu quelque chose de terrible. Et cet échange, lorsque j'ai discuté avec des habitants qui me faisaient part du drame, hein, puisque certains ont même été loin dans l'affirmation de la douleur qu'ils ont ressentie. Ils ont parlé d'actes dramatiques qu'ils pouvaient faire à leur rencontre aussi, hein. Eh bien, on remerciait les collègues du CIAS pour l'aide et l'assistance qu'ils leur ont apportée. Voilà. En ce qui concerne le Patio, nous nous sommes concentrés sur l'aide et l'entraide nécessaire qu'il y a à avoir. L'entraide, ce n'est pas un mot sans sens chez nous. C'est un mot qui porte vraiment le cœur même de notre île. Quel dispositif, justement, vous pouvez mettre à disposition? Alors, il y a deux dispositifs. D'abord, faire jouer les assurances pour que les personnes puissent être logées rapidement, puisque tout le monde a un contrat d'assurance, mais tout le monde ne l'actionne pas. Et ensuite, mettre en place ce qui correspond au cadre légal. Le cadre légal, c'est que le propriétaire du logement doit trouver une solution de relogement pour son locataire. C'est ce qui a été fait pour la plus grande partie. Et lorsque le propriétaire est défaillant, puisque ça existe, hein, c'est pas qu'un manque de volonté, ça peut être aussi une défaillance, puisqu'il est face à une telle situation sociale, lui aussi, même s'il est propriétaire, qu'il n'est pas en capacité de. Là, la commune se substitue. Attention, ça va lui être facturé à ce propriétaire. Ça ne lève pas la responsabilité légale, mais se substitue et trouve un logement temporaire par une convention d'occupation temporaire et révocable d'un logement social qui pouvait être vide. Le problème que nous avons eu avec ce bâtiment-là, c'est celui-ci.
c'est que l'ensemble des meubles, les affaires, les véhicules étaient bloqués à l'intérieur du bâtiment et on ne pouvait pas réinstaller quelqu'un dans un logement vide. Et là, on s'est aperçu aussi qu'au-delà de l'entraide dont je parlais, il y a un énorme vent de solidarité, puisque nous avons été saisis de propositions naturelles. D'abord, les agences immobilières, alors pourtant certains nous disent que les agences immobilières c'est vraiment l'individualisme par essence même. Eh bien non. Écoutez, les agences se sont toutes mobilisées, ont regardé les biens qui pouvaient être disponibles en meublé ou autres et ont communiqué les informations. Ils n'ont pas placé un produit, ils ont communiqué des informations pour que les propriétaires qui devaient reloger des locataires aient des solutions disponibles. Ça, c'est quand même un signe que dans ce monde qui est très concurrentiel, l'agence immobilière, hein, il y a eu cet élan de solidarité. C'est la démonstration que nous avons tous un cœur. Et puis, il y avait le cas des propriétaires occupants. Propriétaires occupants, c'est beaucoup plus compliqué. Mais des solutions aussi ont été trouvées. Merci beaucoup, David Fro. On se retrouve tout à l'heure à 12h15. Allô. Bonjour et bienvenue. Nous accueillons à nouveau David Fro. Bonjour. Bonjour Maria, bonjour à tous. On va parler d'un sujet d'actualité encore, la réforme des retraites. Oui. Oui, vous en pensez quoi? Vous étiez dans la rue? Non. Non, je n'ai pas participé aux manifestations. Pourquoi? Tout simplement parce que mes fonctions ont changé. Parce que je considère qu'en qualité d'élu municipal et vice-président de la CAPA, je ne représente plus le monde professionnel, le monde du syndicat tel que je le représentais il y a encore quelques années. Et pour tout vous dire, il y a eu beaucoup de boulot ces 2 jours-là dans mon établissement scolaire. Et je me suis dit que quelque part, vu que j'étais quelque part d'astreinte, voilà. Et je suis resté dans mon établissement scolaire. Nous nous sommes occupés des enfants parce que il y avait quand même des cours qui étaient assumés. Il fallait faire manger les enfants, il fallait les accompagner, il fallait les surveiller puisque nous avons la responsabilité de ces enfants-là. Et il fallait bien quand même qu'il y ait quelques personnels qui se dévouent. Alors comme presque membre de l'équipe de direction, il m'a semblé légitime et automatique de rester dans mon établissement scolaire. Cela dit, je conçois qu'il y ait une volonté collective de lutter contre cette réforme. Je le conçois, ça ne veut pas dire que j'y adhère à cette volonté collective. Pourquoi? Je vais faire partie, je vais vous faire une confidence, hein, je fais partie de ceux qui vont être le plus touchés par cette réforme. Parce que j'ai commencé tôt et je comptais prendre ma retraite assez tôt, justement pour continuer à investir peut-être plus encore en politique. Hein. Ce ne sera pas possible de ce fait, hein, puisque je vais repousser encore de 2 ans mon départ à la retraite, mais à titre personnel, je peux repousser. Je ne suis pas sur un métier qui va m'imposer des difficultés physiques, qui va m'imposer des difficultés tous les jours insurmontables. J'ai une pensée pour tous ceux qui ont des métiers compliqués, où il faut se lever le matin très tôt. Il faut aller conduire un camion, décharger un camion, porter des colis. Je pense à tous ces métiers-là qui, eux, se demandent comment ils vont faire. Et en cela, je m'associe à eux, je les soutiens. D'une manière globale, nous sommes tous en meilleure santé entre 60 et 65 ans que ne l'étaient nos parents. Vous savez, dans une dizaine d'années, ça va être mon tour. Et quand je vois comment était mon pauvre père quand il avait mon âge, je me dis que quelque part, d'abord, j'ai de la chance d'être en bonne santé. Alors, touchons du bois. Et on va continuer comme ça. Mais les éléments qui nous sont apportés par le gouvernement tendent à me faire croire qu'il va peut-être falloir y aller vers un allongement de la durée, du temps de travail. Mais quand vous entendez par exemple que le travail d'un déménageur, on ne peut pas appliquer la pénibilité du travail à un déménageur, ça fait quand même réagir. Ça me fait réagir sur les métiers tels qu'on les voit aujourd'hui. J'imagine que dans 40 ans, Maria, il va y avoir aussi des machines. Nous avons amélioré l'ensemble des systèmes. Lorsque je vois les manutentionnaires dans les entrepôts, il y a 40 ans, ils portaient tout à la main. Désormais, il y a des clercs, il y a l'ensemble des services, des machines-outils disponibles. Je ne dis pas que c'est la panacée, c'est un métier très dur et très compliqué, je vous l'ai dit, je suis vraiment de tout cœur avec eux. Mais globalement, la société dans laquelle nous vivons est aussi une société de service.
Le temps de travail qui est fait dans notre société ne touche pas que des gens qui font de la manutention, que des gens qui tiennent que des salariés qui tiennent un marteau-piqueur. Elle touche aussi beaucoup de personnes qui sont derrière un écran, qui sont assis sur un bureau. Nous ne sommes pas dans une société du temps libre non plus. On ne peut pas se dire, dès qu'on rentre dans la vie active, je pense déjà au moment où je vais m'arrêter. Donc j'essaye d'avoir une position un petit peu entre les deux, en me disant, il faut aider peut-être cela, et moi qui suis derrière un bureau, je vais avoir sûrement une fatigue visuelle. Il va peut-être falloir m'aider, mais bon, j'ai de bons opticiens et un très bon ophtalmo. Peut-être que moi, je pourrais faire 2 ans de plus, 3 ans de plus, si en échange, d'autres qui ont vraiment un métier très pénible et qui sera encore pénible par définition dans 40 ans, si eux peuvent partir avant. J'y vois aucun problème. Merci beaucoup, merci, on se retrouve demain. Merci, à demain. Bonjour, bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. David Fro est notre invité, bonjour. Bonjour Maria. On va reparler de cette précarité, de ces difficultés. On a beaucoup parlé de logement. Il y a le problème aussi lié au coût de l'énergie, l'augmentation du prix du carburant, et également pour se chauffer. Il y a ce dossier du gaz aussi avec la CGT EDF qui a fait un communiqué qui est prête à couper le gaz si rien n'est fait. On a entendu d'ailleurs au conseil municipal une réaction à ce sujet. L'État doit réagir, l'État doit... C'est évident, c'est un dossier qui touche toujours à l'État. La péréquation qui permet une distribution équitable sur tout le territoire de l'énergie doit être appliquée chez nous aussi, puisque nous sommes à l'intérieur d'un territoire national. Ce qui a été évoqué hier, c'est la prise en compte pas des revendications, mais de la position des agents CGT, des salariés qui travaillent dans le monde de l'énergie, par le maire, qui va les inviter à participer à notre débat, puisque la ville doit avoir un débat, les élus auront leur mot à dire, mais avant de dire quoi que ce soit, il est essentiel d'écouter les salariés qui tous les jours, c'est les salariés qui ont les mains dans le cambouis. Donc on va les écouter, ils vont pouvoir avoir cette tribune en tant qu'invité. C'est l'affirmation, la volonté de Stéphane Brage en tant que maire d'Ajaccio, et je m'associe pleinement à cette position. Ensuite, la différence, la dérégulation du marché de l'énergie est quelque chose qui a fait réagir, qui a déclenché chez certains des difficultés dans certaines régions, dans d'autres qui a déclenché des bénéfices. Chez nous, c'est plus des difficultés que de bénéfices, largement. Donc, je suis pleinement aux côtés des salariés d'EDF et d'Engie, puisque c'est de cela dont on parle. 85 emplois menacés en Corse. Oui. C'est une situation qui est ubuesque. Donc, les investissements qui ont été menés l'ont été pour apporter une solution pérenne à la distribution du gaz. On ne va pas refaire l'historique ensemble, mais le gaz, c'est quand même... Attention, je ne parle pas du club, de mon club de cœur d'ailleurs, mais ça a toujours été une difficulté. Un temps, on parlait d'un lien avec la Tunisie et l'Italie, d'être au cœur du transfert du gaz et de récupérer au passage notre quote-part. Il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées et au final, nous sommes toujours dans la même situation. On parlait de précarité énergétique, nous sommes toujours, si je ne me trompe pas, sur de l'air propané ou de l'air butané dans le gaz de ville. Vous savez que c'est un produit qui est nettement moins rentable que le gaz de ville traditionnel, classique, qui est délivré sur le continent lorsque les réseaux sont vraiment connectés. Eh bien, ce rendement-là, qui le paye ? Lorsque pour chauffer 1 litre d'eau, il faut 2 minutes d'un côté, mais avec un rendement plus faible, pour chauffer 1 litre d'eau, il en faut 4. C'est l'utilisateur final qui le paye déjà. C'est-à-dire que la précarité touche avant tout ceux qui rencontrent des difficultés, puisque le gaz de ville, le plus souvent, ce sont dans les bâtiments sociaux que nous le trouvons. Aujourd'hui, dans les constructions récentes, on trouve très peu de gaz. Ou alors des chaudières collectives, et d'ailleurs ça pose encore d'autres problèmes. Quel type de problème ? Eh bien, il n'y a pas eu les aides nécessaires. Le prix du gaz n'a pas été régulé pour les chaudières collectives tel qu'il a été régulé pour les autres. Comme pour un établissement scolaire, les factures d'énergie pour les établissements scolaires ou les grands bâtiments, c'est quelque chose qui a pris une ampleur. On ne se rend pas compte.
hein. Et c'est vrai que lorsqu'on dit à une communauté éducative, bien peut-être que cet hiver, on va essayer de baisser d'1 degré le thermostat, ça réagit, ouais, mais sauf que 1 degré de thermostat, aujourd'hui, c'est un volume financier qui est non négligeable. Ça réagit parce qu'il y a des efforts qui sont faits d'un côté et il n'y en a pas de l'autre. Au plus haut niveau de l'État, au plus haut niveau de certaines collectivités aussi, on ne peut pas demander finalement toujours aux mêmes de faire des efforts. Et pourtant, c'est là où il y a le plus grand nombre et c'est dans la tradition française de toujours demander au plus grand nombre de faire les efforts, puisque ceux d'en haut ont déjà une taxation qui leur semble inadmissible avec un pourcentage qui est très élevé. Ceux d'en bas sont intouchables parce que de toute façon, ils n'ont rien. Donc c'est toujours dans le ventre mou et c'est vous et moi. Emmanuel Macron qui met son col roulé, ça vous paraît crédible? Oui, en termes de mode, ça lui plaît peut-être. Merci beaucoup David Fro, merci, à tout à l'heure. Merci Maria. Bonjour, bienvenue, nous retrouvons David Fro, notre invité cette semaine. Bonjour. Bonjour Maria, tout va bien? Tout va bien. On ne vous le demande jamais, ça d'ailleurs. Non, c'est très bien. C'est que tout va bien sans ça. Vous parliez justement de votre métier dans le civil auprès de cette communauté éducative. On entend beaucoup de choses aussi au niveau de l'éducation. Il y a des réformes, il y a ce problème du harcèlement scolaire aussi dont on parle de plus en plus avec ce tragique fait divers, mais qui se rajoute à d'autres tragiques faits divers, y compris en Corse, hein, où il se passe beaucoup de choses. On en parle peut-être un peu moins, mais néanmoins où ça existe. Oui, de toute façon, les personnels de direction des établissements scolaires, par respect pour les familles qui subissent des difficultés de cet ordre-là, sont dans l'obligation de ne pas s'exprimer dessus. Ensuite, il y a une autre problématique, ce sont les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sur lesquels on entend tout, n'importe quoi, on peut lire tout et n'importe quoi. J'invite vraiment l'ensemble des Corses à faire très attention à ce qu'on peut lire, puisqu'il y a toujours un prisme. Quand quelqu'un écrit quelque chose sur un réseau social, le plus souvent c'est à travers un prisme. Et nos enfants méritent la sérénité, méritent d'apprendre dans de bonnes conditions. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on apprend. Il n'y a que comme ça qu'on devient un adulte responsable. Il n'y a que comme ça qu'on avance, qu'on grandit et qu'on s'améliore tous les jours. Les personnels de l'éducation sont tous à même de gérer des situations conflictuelles. Le plus souvent, ce qui est compliqué, c'est de devoir se mettre au milieu de difficultés. Des difficultés qui sont extérieures, mais qui rejaillissent obligatoirement sur l'école. Ces difficultés, nous ne pouvons pas les maîtriser. D'ailleurs, lorsque je dis nous ne pouvons pas, c'est que nous n'en avons pas le droit. Nous ne savons pas faire et nous ne pouvons pas le faire. Mais il y a toujours une réaction. Les établissements scolaires ne restent jamais sans réaction par rapport à une difficulté de cet ordre-là. Des réactions que certains ne voient pas, puisqu'on a une obligation de discrétion. Hein. Quand un enfant rencontre des difficultés, il est impossible pour un chef d'établissement de convoquer une conférence de presse. Et vous comprenez tout à fait pourquoi. Oui, il n'empêche que quand on entend les témoignages des parents, après ces drames, ils disent on a alerté, on a prévenu, et l'éducation n'a rien fait. Ça vous choque quand vous entendez des choses comme ça? Oui, parce que le plus souvent, l'éducation fait. Le collège met en œuvre un certain nombre d'éléments. Et ce qui est compliqué quand on est éducateur, c'est la charge de la preuve. Sans éléments à mettre en avant, comment monter un dossier? Comment faire une sanction? La sanction, c'est quelque part aussi un aveu d'échec pour un éducateur, quand il est obligé de sanctionner. Hein? Ça, c'est plutôt le rôle de la justice. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de plaintes qui se font devant la justice et des problèmes qui se règlent de cette manière-là. Nous, en interne, le but, c'est de protéger l'ensemble des enfants qui sont présents, quelles que soient les difficultés qu'ils rencontrent, qu'ils soient harceleurs, parce qu'il y en a. Il y a des enfants qui aiment embêter les autres, mais avant, avec les systèmes dont nous disposons quand nous étions à l'école, Maria... Ça s'arrêtait aux portes de l'école. Ça s'arrêtait à la porte de l'école, parce que quand on rentrait à la maison ou dans le quartier, parce qu'il y avait le petit souffre-douleur, mais après les parents venaient mettre le holà et ça se calmait. Là, aujourd'hui, ça dépasse même les limites de la ville, puisque les réseaux sociaux diffusent de partout, certaines fois des images indécentes,
des histoires inadmissibles à raconter. Et on se délecte de ça. Lorsque je dis on, c'est ni vous ni moi. Mais un certain public se délecte de ça et crée des difficultés, alors qu'en fait, il faut sauver et aider ce jeune ou cet enfant. Merci beaucoup, David Fro. Merci. Merci à vous. On se retrouve demain. Allez, à demain. Bonjour à vous toutes et à vous tous. On retrouve notre invité David Fro. Bonjour. Bonjour Maria, bonjour à tous. Vice-président de la CAPA, vice-président également du CIAS, le Centre intercommunal d'action sociale. Alors, une actu toute fraîche, ça s'est passé donc ce lundi, en début de semaine, ce 6 février. Gérald Darmanin est venu pour le 25e anniversaire de la mort de Claude Érignac. Un discours moins tendu, on va dire ça comme ça, que celui du président de la République 5 ans plus tôt, un discours même plutôt ouvert. On signalait un discours ouvert et aussi un discours un peu littéraire. De nombreuses références que j'ai pris plaisir à entendre. Un discours plus détendu, bien que sérieux, mais en même temps un discours qui avait du sens, parce qu'il s'est adressé à la jeunesse. Et s'il y a bien une partie de la population de Lille à laquelle il faut s'adresser aujourd'hui, c'est la jeunesse, parce qu'elle était en souffrance il n'y a pas longtemps, il y a 1 an. Et cette souffrance était réelle, était palpable, avait une cause légitime. Mais on ne peut rien créer sur la souffrance. On ne peut rien créer sur ce moment de grande tristesse et de révolte. En l'occurrence, cette main tendue, je l'ai vue vraiment, je l'ai entendue dans les propos du ministre, en direction de la jeunesse et en direction de tous les Corses. Et en cela, c'est ça ce qui m'intéresse. C'est ce que je retiens de son discours. Il nous a parlé au fond, puisque nous sommes tous et toutes très attachés à ceux qui nous ont quittés, à la mémoire de ceux qui nous ont quittés. Et la phrase qui m'a vraiment marqué lundi, c'était « Les morts nous regardent ». Ça reste ancré et je pense que c'est... Bon, d'abord, on ne devient pas ministre par hasard. C'est un homme intelligent et il a su se positionner. Même physiquement, il n'y avait pas... Bon, évidemment, il y avait un service d'ordre, mais ce n'était pas le service d'ordre et le quadrillage qu'il avait pu y avoir auparavant. Il y avait une protection légitime et normale quand on est quelqu'un qui clive un peu sur certains dossiers. Il a été un peu dur dans la société, mais il est arrivé tout à fait honnêtement. Il a pris le temps de saluer les élus, les personnes qui tous les ans, ça fait 25 ans maintenant que le 6 février, je suis dans cette ruelle froide pour commémorer quelque chose que j'ai jamais accepté, mais il était là, il a salué tout le monde et toutes les personnes qui, comme moi, viennent tous les ans à cette cérémonie, il a pris le temps d'échanger, de toucher. Et quelqu'un qui vient au contact de la population, au contact des élus et qui a ce contact charnel quelque part, c'est quand même un moment fort. Dans le symbole aussi, vous disiez, dans la mise en scène, parce qu'il y a toujours une mise en scène, elle était plus humble, celle-là ? Non, il y a eu beaucoup de cérémonies où c'était tout à fait, même encore plus simple. Mais là, il y avait vraiment une volonté de mettre en avant aussi tous ceux qui n'avaient pas l'habitude de venir. Tout le personnel politique qui, les années précédentes, n'était pas obligatoirement présent. Il y avait la volonté de dire on note votre présence, non pas on vous met en avant, mais on note votre présence et on vous remercie d'être là. C'est aussi une forme de main tendue, c'est aussi une forme de passage de relais, c'est aussi une forme de message que l'on passe à la population de Lille sur le oui, on peut y être. Maintenant, on s'engage dans une logique qui est tout autre, vers une forme de pacification, vers une forme d'évolution, vers une forme d'avenir, d'avenir que moi j'attends et auquel j'aspire qu'il soit radieux. Donc allons-y. Merci beaucoup David Fro. On se retrouve tout à l'heure après le journal de la mi-journée pour parler à nouveau de cette visite de Gérald Darmanin en Corse. À tout à l'heure. Merci Maria.
Bonjour, on retrouve David Fro, bonjour. Bonjour Maria, bonjour à tous. On parlait de cette visite de Gérald Darmanin, vous avez dit une phrase qui vous a marqué, c'est les morts nous regardent. Il a également abordé tous les morts. Oui, parce que la Corse a été touchée et les responsabilités sont de tous les côtés. Nous sommes tous responsables de ce qui s'est passé à certains moments de notre histoire et cette responsabilité, je pense que nous devons la porter, alors certains par procuration, parce que ce qui s'est passé dans l'île, nous vivions ici, nous avons participé à la société, tous et toutes. En Corse, nous sommes tous engagés. Nous avons tous un pied dans l'engagement, quel qu'il soit, que ce soit pour nos anciens, que ce soit pour nos enfants, dans les clubs de sport, que ce soit dans tous les secteurs de l'activité. Donc cet engagement fait que nous faisons la société ensemble. La société corse, elle n'existe que parce qu'elle est faite tous ensemble. Et de ce fait, il y a les bons côtés, nous sommes tous ensemble et nous le faisons, mais il y a aussi les mauvais côtés. Et les mauvais côtés, c'est que malheureusement, nous avons tous perdu des amis. Pas parce que nous étions trop proches politiquement ou idéologiquement de ces amis, mais nous avons tous vu des amis partir. Et voir un ami partir, quel que soit son engagement, c'est toujours douloureux, c'est toujours triste et c'est toujours révoltant. D'autant plus qu'on ne comprend pas toujours pour quelle raison il est parti. En disant cette phrase, j'ai même quelques frissons. J'ai vraiment le sentiment que des hommes et des femmes, surtout des hommes, sont morts pour rien, à certains moments. Et ça, j'ai vraiment du mal à l'accepter, Maria. Donc, cette phrase, elle m'a parlé pour ça. Parce que les morts nous regardent, ils nous disent, bon, mais regardez, nous, on a perdu la vie, hein, on a donné notre vie pour certains. Maintenant, à vous de créer la vie, à vous de faire vivre quelque chose. C'est un peu le message que j'y ai vu. Alors, on pourrait échanger ensemble sur bon nombre de sujets philosophiques ou même religieux, mais ce n'est pas ce que j'ai entendu. Ce que j'ai entendu, c'est que vraiment la responsabilité, c'est la nôtre maintenant. L'ensemble des politiques qui étaient présents hier et l'ensemble des membres de la société corse doivent faire l'effort nécessaire pour qu'il n'y ait plus ça, parce qu'il a crié aussi, hein, en le disant, il a insisté, plus jamais ça. Comme nous étions, j'étais dans la manifestation sur le port d'Ajaccio quand il avait fallu dire plus jamais ça. Et on l'avait dit tous ensemble et mon message n'a pas changé. Aujourd'hui, vous pensez que l'État est prêt? C'est le moment, l'État a tourné la page, l'État est prêt à s'engager dans cette discussion. Certains politiques ont salué le discours de Gérald Darmanin, mais on dit finalement on attend des actes. Je pense que l'État est prêt depuis longtemps. Après, il y avait différents appareils, et pas que politiques, qui n'étaient pas prêts à prendre en compte la réalité de la situation. Un des moments les plus forts que j'ai vécu au sein du conseil municipal, c'est lorsque nous avons voté tous ensemble à l'unanimité une motion pour demander l'application du droit, quel que soit le dossier. Et le droit s'applique. La France est vraiment une terre réglementée et vraiment une terre sur laquelle le droit a... Il a fallu 10 ans pour qu'il s'applique, il a fallu des manifestations, il a fallu des drames. Mais c'est évident, c'est pour ça que je dis certains appareils n'étaient pas prêts. La France l'est. Et je dois dire quand même que le père du Code civil, c'est quelqu'un de chez nous. Hein, au-delà de la Corse, c'est quand même un Ajaccien. La loi, elle se fonde. Et derrière, il y a l'application de la loi. Et là, c'est différent. Et l'application de la loi n'était pas faite. C'est pour cela que j'ai voté, si j'avais pu voter 2 fois ou avec 2 mains, je l'aurais fait aussi, cette motion qui avait été portée par le maire de l'époque, hein, Laurent Marcangeli, et qui se voulait être vraiment légaliste et réglementaire. Nous apportons un dossier, nous apportons des éléments, il faut y aller. Donc allons-y. Merci beaucoup David Fro. On se retrouve Maria. Demain. Bonjour à notre invité David Fro. Bonjour Maria, bonjour à tous. Bonjour vice-président de la CAPA, vice-président du CIAS. On va prendre votre volet éducateur sportif aussi, responsable du GFCA athlétisme, pour parler du GFCA, mais peut-être pas de l'athlétisme. On en parlera tout à l'heure à la mi-journée, mais là, on va parler du GFCA football et de cette situation difficile,
très difficile pour l'équipe première puisque la liquidation judiciaire a été prononcée. Il faut maintenant tenter de sauver le club pour les jeunes. La décision interviendra mi-février. Alors, sur le GFCA, bon, d'abord, je dois dire toute ma tristesse. Vous savez, Maria, je vais la montrer à la caméra. Comme bon nombre d'Ajacciens et de Corses, j'ai ma carte d'abonnement et c'est pour moi des moments extra que j'ai pu passer. D'ailleurs, vous voyez, ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti. Et ce sont des moments vraiment de plaisir que j'ai pu avoir, d'entendre la voix rauque de Fanfan lorsque mes enfants étaient jeunes, et quand on allait au stade et qu'on entendait Fanfan comme ça. Je ne vais pas faire une imitation hein, parce que ça pourrait faire sourire, et j'ai vraiment beaucoup de respect pour ce grand monsieur du GFCA. Mais j'ai beaucoup de tristesse pour ce qui se passe. Alors, la justice dira les responsabilités, s'il y en a, hein, remontera tous les fils. À titre personnel, je reste gazier puisque j'ai toujours été GFCA, et j'ai beaucoup de tristesse de me dire qu'on ne jouera plus pour l'instant. Et j'insiste, pour l'instant, dans les championnats nationaux et autres. Cela dit, ça ne veut pas dire que le GFCA est mort. Il y a eu un élan de solidarité, comme on les connaît bien chez nous, très important pour sauver le GFCA de nos jeunes. Et rien ne dit que le GFCA ne se reconstruira pas sur cette base-là. Évidemment, ça ne va pas se faire facilement, ça ne va pas se faire en 2 coups de cuillère à peau, mais vraiment, ça se fera. J'en suis intimement persuadé. Et si je peux apporter ma pierre, je le ferai bien volontiers, de manière complètement anonyme, en étant présent auprès de ceux qui auront le courage de reprendre le flambeau des anciens et de remonter la totalité des équipes. Mais en regardant les résultats du week-end chez nos jeunes, je peux dire qu'il y a des petits diables rouges, des diablotins qui vont faire des étincelles bientôt. Il y a un match qui s'est terminé 7-1, je crois. Et je pense que ça peut le faire. Donc, Fourdes, et on y va. On y va donc avec cette décision de justice, mais déjà il y a eu un point positif, on va dire, avec la nomination d'un nouveau bureau, la nomination d'un nouvel administrateur. On peut dire que finalement c'est plutôt positif. Il y a cette cagnotte Litchi, cet élan de solidarité, vous l'avez dit, de tous horizons d'ailleurs, et pas forcément de gens qui étaient supporters du GFCA, qui ont tenu à apporter leur soutien. Je connais beaucoup d'amis qui sont supporters de l'ACA, supporters acharnés, hein, avec qui j'ai pu avoir des débats assez sympathiques d'ailleurs, hein, qui ont aidé, qui ont mis la main à la poche pour sauver le GFCA, puisque l'identité ajaxienne, elle est là. Un ACA d'un côté, un GFCA de l'autre, et en fait c'est le foot à Ajaccio. Tous ensemble on fabrique le foot, et moi il y a plein de moments au stade des 2 côtés, même si j'ai été quand même beaucoup plus souvent à Mezzavi qu'à Timizol, mais bon, c'est l'histoire des familles, c'est l'histoire des choix que nous faisons quand nous sommes jeunes, et après ce sont l'histoire aussi des amitiés que nous pouvons avoir. Maintenant, je reste intimement persuadé que le GFCA renaîtra tel le phénix, et qu'on réentendra parler, peut-être pas en Ligue 1, parce que ça semble un peu compliqué même de se maintenir en Ligue 1, malheureusement. Hein. Avec la nouvelle réglementation. Voilà, hein, avec la nouvelle réglementation, et là, avec aussi les difficultés liées à des budgets qui doivent être maintenant très lourds pour se maintenir en Ligue 1. C'est compliqué pour tous les clubs qui accèdent d'y rester, et vraiment je croise les doigts, je souhaite bon courage et force et honneur à Olivier Pantalone et à tous ces hommes pour la réussite dans leur entreprise. Pour revenir sur le GFCA, c'est sûr que la situation de 400 gamins, elle ne peut pas vous laisser insensible, l'éducateur que vous êtes aussi. Oui, mais ils continueront à jouer, j'en suis persuadé. Les éducateurs du Gaz ont relevé les manches. Je vous le redis, le week-end dernier, il y a eu des matchs extraordinaires, et les éducateurs étaient tous sur les terrains avec leurs enfants, avec nos jeunes, et ils ont vraiment porté les couleurs, porté très haut les couleurs. Merci beaucoup David, à tout à l'heure. Bonjour David Fro. Bonjour Maria. Notre invité cette semaine, dernier rendez-vous de cette semaine. Sniff, mais vous reviendrez. Ah. Voilà, vous avez. J'adore ces moments. Non, il faut quand même que je vous le dise, Maria. Voilà, nous le faisons vraiment sans préparation. Les questions ne sont pas posées, avec le sourire, vraiment au dernier moment, et sans concession. On se dit tout, et vraiment, ce sont des moments très agréables que je passe avec vous. Bon, plaisir partagé.
Alors, on va parler justement, en cette veille de week-end, on a un peu abordé le volet extrasportif ce matin. On va parler justement du volet sportif, puisque vous êtes également éducateur au GFC Athlétisme avec les petits bouts de chou, mais pas que, puisque vous drivez aussi les adultes. C'est important, justement, en ces périodes un petit peu compliquées, un petit peu troublées, qu'il y ait ce relais du sport aussi et cette présence du sport. La pratique sportive est quelque chose d'essentiel. On ne s'en rend pas compte quand on ne le fait pas. J'ai commencé tard. Hein. Je ne veux pas faire mon CV sportif, mais c'est vrai que même si jeune, j'avais une activité sportive très importante. Là, depuis maintenant une bonne dizaine d'années, j'ai repris des activités, je me régale, hein, je me sens mieux dans ma peau. Tout à l'heure, pas plus tard que tout à l'heure, j'ai motivé une personne en lui montrant quelqu'un qui court avec nous. Alors c'est pas parce qu'il court avec nous qu'il a le sourire, c'est parce qu'il court, c'est parce qu'il a cette pratique sportive, c'est parce qu'il a ce moment qui permet de se vider la tête, de rentrer, de dormir. Le sommeil est mille fois mieux, plus récupérateur que lorsqu'on n'a pas d'activité, lorsqu'on reste assis à son bureau toute la journée et qu'on rentre à la maison, qu'on s'assoit sur le canapé. Il n'y a pas cet épuisement physique qui vous permet de bien vous reposer derrière. Et là, une des séances de cette semaine, c'était une séance un peu costaud. Hein. On a tiré sur les organismes parce que il faut savoir les faire monter un petit peu en température et chacun à son rythme, chacun avait sa distance, chacun avait son temps. Et tout le monde, le soir, m'a fait la même réflexion, par message. L'avantage des réseaux sociaux, c'est que par petits groupes, on se donne nos sensations. Et tout le monde, le soir, était cuit. C'était le bon terme, puisqu'on est monté en température, mais content et heureux. Le lendemain matin, tout le monde dit « Comment ça va ?» Tout va bien. Et là, tout allait bien. Le sport, c'est essentiel, surtout avec des métiers maintenant qui nous mettent sous pression, avec une pression médiatique parfois, une pression professionnelle parce qu'il faut réussir. Et je pense aussi à tous nos jeunes à qui on dit vous devez réussir votre brevet avec la mention, ou sinon vous ne trouverez pas de boulot, vous devez réussir votre bac, ou sinon vous ne trouverez pas de boulot, vous devrez réussir votre licence. Toute cette pression qu'on met sur nos jeunes, qu'on n'avait pas obligatoirement dans nos générations. Quand on était plus jeune, on était un peu plus... Voilà, en tout cas, on l'avait moins. Même si c'était important de réussir ses études, mais on avait moins cette pression maintenant qui est essentielle parce que les places sont chères et réussir ses études aujourd'hui, c'est vraiment un gage d'une forme de stabilité dans sa vie qui n'est pas le cas lorsqu'on se plante. Alors, les parcours atypiques tels qu'on a pu les connaître, existent de moins en moins souvent. Et c'est bien dommage d'ailleurs. C'est bien dommage parce que ça fabriquait des personnalités. Mais... en l'occurrence, cette pression, il faut réussir à l'évacuer. Et la seule manière de l'évacuer, c'est par le sport. Les autres manières sont des manières beaucoup plus dangereuses pour la santé. Voilà, on n'en dira pas plus, mais tout le monde aura compris, j'espère. Sur ce sport, justement, avec les petits, il y a un regain d'intérêt pour l'athlétisme, alors qu'il y avait plutôt de l'intérêt pour les sports co, pour le foot, pour aujourd'hui, il y a un regain d'intérêt pour l'athlétisme. Comment on peut l'expliquer ? Je vais être un peu... taquin, parce que l'athlétisme, ça ne bloque pas tous les week-ends. Quand on joue au ballon, c'est tous les week-ends sur les pelouses, tous les week-ends en plateau, tous les week-ends au stade. Et y a ce qui revient le plus souvent quand je demande aux familles... Mais ça, c'est plus pour le plaisir des parents, mais les enfants... Ah oui, mais sauf que les parents n'ont plus obligatoirement le temps. Les cellules monoparentales, les différences entre les deux parents, un parent qui amène le week-end et pas l'autre, donc l'enfant qui n'a pas un cursus sportif équivalent de semaine en semaine parce qu'il est en garde alternée, un des deux parents n'aime pas ou n'a pas envie ou n'est pas véhiculé, il y a beaucoup de raisons, alors que à l'athlétisme on joue, on s'amuse le mercredi, des fois le samedi. Le week-end, si on part se balader, les parents en profitent aussi. C'est pas la même chose que de rester au stade. C'est souvent ce qui revient. Là, je suis taquin, même si j'adore le ballon et j'ai moi-même inscrit mes enfants au foot tout de suite parce que vraiment c'était ce qu'il fallait. Mais en l'occurrence, l'athlétisme, c'est vraiment le plaisir d'être dehors. Merci beaucoup David. On peut toujours s'inscrire, les enfants, les plus grands? Oui, comment ça marche? on fait des essais, vous venez, et la porte est toujours ouverte dans tous les clubs. J'insiste pour les clubs sportifs, parce que ça veut dire qu'il y a une licence, et dès qu'il y a licence, il y a certificat médical, ça couvre tout le monde.
Merci beaucoup David. Merci à vous, merci Alta. Merci d'avoir passé cette semaine, une émission que vous retrouvez en podcast audio et vidéo sur le www.alta-frequenza.course. Il y a également sur nos réseaux sociaux. Ça va faire des heureux, je pense. Ah, j'espère. Merci, bonne journée. Bonne journée.